Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour l'Assemblée, bonjour aux autorités académiques. Euh, Merci beaucoup de m'avoir invité à prendre part, à intervenir dans cette conférence débat qui parle sur les outils numériques pour une rédaction et publication scientifique avec un rendement optimal. Alors, je suis Onésime Boulaye, je suis doctorant et chercheur dans le domaine de l'intelligence artificielle, machine learning et la bioinformatique. Je voulais à l'université de Kinshasa et actuellement je suis dans la phase de finalisation de ma thèse à l'université de Padova en Italie. Et je vais intervenir pendant quelques minutes. Je fais cette vidéo selon la demande du secrétaire. Dieu merci. Sachant qu'Ikindo, il y a beaucoup de problèmes de connexion qui dérangent. Alors, j'ai fait cette vidéo si jamais pendant la conférence, la connexion pose problème. Cette vidéo peut être partagée pour permettre à l'Assemblée de suivre, je m'excuse, l'essentiel qu'on pouvait dire si jamais on était là présent. Alors, notre thème, je vais partager mon écran pour que vous puissiez bien voir. Notre terme parle sur les outils numériques pour une rédaction et publication scientifique avec un rendement optimal. Alors, moi, j'ai bien préféré souligner un peu les mots rédaction et puis les mots publication. Alors, nous devons d'abord comprendre pourquoi est-ce que nous devons rédiger, pourquoi est-ce que c'est important de rédiger un article scientifique et pourquoi est-ce que c'est aussi important de publier. La rédaction ne veut pas dire copier-coller. La rédaction veut dire faire sortir ce qu'on pense scientifiquement, faire sortir ce qu'on pense de manière littéraire, de manière technique. Et à la fin du tout, vous devez les publier, vous devez mettre ça à la portée de tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est important de publier? Premièrement, la publication vous permet en fait de valider votre niveau. Si moi je fais un travail scientifique, je le partage avec d'autres personnes, les autres vont me lire, ils vont me critiquer. Et quand ils vont donner leur critique, ça va déterminer mon niveau. Ça va me permettre de savoir à quel niveau je suis, qu'est-ce que je peux faire pour convaincre les autres. La deuxième raison de la publication scientifique, c'est pour la valorisation de ce que vous êtes. Je prends un exemple, vous êtes un ingénieur, vous êtes un économiste, vous travaillez par exemple sur la croissance économique en RDC, les éléments qui impactent la croissance économique en RDC. Alors, vous devez publier de telle sorte que si d'autres personnes ou bien d'autres organisations veulent amener cette étude-là dans votre pays, ils doivent passer par vous. Ils doivent passer par vous pour savoir que non, nous avons déjà un expert en République démocratique du Congo, son travail, il travaille ou bien il fait ses recherches dans tel axe. Alors, c'est très, très important de faire des publications. Nous avons un ingénieur, son travail se focalise dans tel secteur. S'il y a une entreprise qui veut venir travailler en RDC, il viendra, il va vous contacter directement sans que vous puissiez faire une demande, sans que vous puissiez demander un CV. Il va vous contacter à cause de votre visibilité scientifique. Et troisièmement, la publication scientifique permet de vous placer dans le rang des chercheurs dans le monde entier. Alors, la publication, c'est un élément très, très important pour un scientifique, pour un chercheur, pourquoi pas pour un étudiant à l'université. Alors, premièrement, nous disons que la phase de la rédaction est la pierre angulaire de tout travail scientifique. Tu peux faire un très bon travail. Tu peux faire une très très belle publication, tu peux faire une très très belle expérience, j'allais dire, mais si tu ne sais pas comment les rédiger, alors ton travail n'aura pas de sens.
ton travail va perdre complètement le vrai sens de la chose. Pourquoi? Parce que la rédaction, c'est ce qui montre la maîtrise de votre travail. C'est ce qui montre votre capacité en fait, de faire mieux, votre niveau de compréhension par rapport à ce que vous venez de faire, par rapport à ce que vous venez de publier. La rédaction, nous devons comprendre que c'est la pierre angulaire d'une publication scientifique. Un bon résultat mal présenté est un savoir perdu. Un bon résultat mal présenté est un savoir perdu. Vous pouvez faire une très très belle expérience. Vous pouvez récolter les données, faire des analyses économiques, vous pouvez faire une observation dans la société sur le plan juridique et vous rédigez quelque chose. Mais si votre observation était bonne, votre expérience était correcte, mais si vous les rédigez mal, ce sont des efforts perdus parce que personne ne va valoriser ce que vous avez fait. Mais une bonne méthodologie dans la rédaction scientifique, c'est comme une pierre que vous placez dans la communauté scientifique. Alors, cette conférence ici a une raison d'être. Je vais essayer d'aller très très rapidement, tenant compte du temps qui nous a été imparti pour ne pas abuser de votre temps. Donc, premièrement, nous devons publier parce que l'accroissement des publications scientifiques dans le monde de la recherche est en train de croître de manière exponentielle. La publication facilite la visibilité. La publication scientifique détermine votre impact dans le monde scientifique. Mais la même publication exige de la qualité. La publication scientifique, ce n'est pas écrire un texte, ce n'est pas le poème. La publication demande de la rigueur, demande de l'attention dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et pour mettre de la rigueur, pour mettre de l'attention dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes obligé de savoir comment se fait la recherche réellement. Quels sont les outils qui facilitent la rigueur scientifique dans ce que vous serez en train d'écrire. Premièrement, nous allons parler des outils. Parce que dans la rédaction scientifique, dans les outils en ligne, ça se catégorise dans plusieurs parties. J'ai bien préféré répartir ça en 3 parties. La première des choses, ce sont l'outil numérique pour la rédaction scientifique. Vous voulez faire la rédaction, vous voulez rédiger votre article, vous voulez rédiger votre livre, vous voulez rédiger votre thèse ou bien votre mémoire. Premièrement, vous devez faire un bon choix des outils de rédaction scientifique. Parmi ces outils-là, nous avons premièrement, je dis bien premièrement, les outils de la gestion de référence ou bien les outils de gestion bibliographique. Pourquoi est-ce que je commence avec ça? Tout ce que vous allez chercher comme livre, comme mémoire, comme les articles à lire, vous devez les stocker quelque part. Ça va servir de citation dans votre travail. Alors, une fois que vous commencez, la première des choses, vous devez déjà créer votre dossier pour mettre vos références bibliographiques là-dedans. Non, il y a le mémoire de telle personne qui a fini en 2013. Je trouve ça intéressant par rapport à ce que je suis en train de faire. Je dois prendre cette référence-là, je les mets dans l'outil de référencement. J'ai trouvé un article scientifique. Ah, cet article, je dois lire ça. Directement, je dois le mettre dans l'outil de référencement. Si vous copiez dans un fichier Word, vous pouvez les perdre très facilement. Les outils de référencement facilitent la manière dont le travail doit être cité. Et parmi ces outils-là, nous avons Mendeley, nous avons EndNote et nous avons Zotero. Bien sûr, il y a aussi d'autres outils, mais je vous cite les plus utilisés. Actuellement, les plus utilisés, c'est Zotero et Mendeley. Mais ça dépend des universités et ça dépend de votre flexibilité, de comment est-ce que vous êtes très à l'aise. Mais je peux vous garantir que tous ces outils ici, ça fonctionne presque pareil. Ne cherchez pas à tout maîtriser, mais maîtrisez un, tout simplement. Même vous qui êtes en train de faire encore le bachelier,
cherchez à maîtriser un de ces outils pour la rédaction de vos rapports, pour la rédaction de vos mémoires. Deuxième outil pour la rédaction, deuxième outil très utile pour la rédaction, c'est les outils de traitement des textes et de collaboration. Premièrement, nous avons l'outil le plus utilisé que nous connaissons tous, ça s'appelle Microsoft Word. Et puis nous avons les overleaf, c'est pour la rédaction en LaTeX, mais en ligne. C'est très avancé parce que là, vous avez déjà des templates, que ce soit avec Word, il y a aussi des templates déjà des articles que Word prépare. Et avec Overleaf, l'avantage, c'est que vous trouverez des templates des journaux scientifiques déjà adaptés pour vous. Overleaf, vous pouvez l'utiliser en ligne, ou soit vous pouvez utiliser les TextMaker pour utiliser LaTeX, mais offline, dans votre ordinateur. D'autres outils qui sont aussi importants, ce sont des outils d'organisation des idées. Hein, on appelle ça les free mind, hein, ou bien le idea mind, mind map, idea map, and something like that. Vous avez beaucoup d'idées, mais vous devez les organiser sous forme hiérarchique. Et moi, les X-Mind, ça m'aide tellement beaucoup. J'ai un plan, par exemple ici, j'ai dit que non, voilà l'article que je dois écrire. Au niveau de mon article ici, au niveau de l'introduction, je vais parler de tel élément. Au niveau de la méthodologie, je dois inclure tel élément. Au niveau des résultats, j'aurai par exemple telle image. Dans cette image ici, au niveau de la visualisation, j'aurai une image qui doit parler de telle, qui doit faire la comparaison entre l'étude et mon étude à moi. Je dois présenter un tableau qui doit être comme ça, comme ça. Au niveau des références, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Et les X-Mind, les X-Mind, les Free-Mind, ça vous permet en fait d'organiser vos idées. L'avantage, c'est que ce sont des outils qui sont online. Vous pouvez l'accéder à partir de votre téléphone, tout comme à partir de votre ordinateur. C'est une conférence débat, il n'y a pas moyen de faire des démonstrations. Nous sommes en train de parler et je pense bien que chacun de vous pourra aller plus loin pour montrer comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Peut-être s'il y aura des journées workshop où nous pouvons venir, peut-être pour exploiter tel ou tel autre outil, exactement montrer ça de manière pratique, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser, et je pense bien que ça sera une très très bonne chose. Ici, nous sommes en train de partager des idées, partager un peu les outils qui sont importants et pourquoi est-ce que vous devez l'utiliser. J'ai dit que les outils d'organisation tels que les X-Mind et les Free-Mind permettent d'organiser visuellement les idées, les concepts et la structure de votre article, ou bien la structure de votre livre, ou encore la structure de votre mémoire. Et ça, c'est très important. Il y a aussi d'autres outils tels que les outils Evernote ou bien Notion ou bien encore Microsoft Notes. Ce sont des outils de prise de notes. Vous pouvez être dans les transports, vous pouvez être en train de parler, vous êtes quelque part, il y a une idée qui vous passe. Vous pouvez directement mettre ça comme note. Vous entrez là-bas, vous complétez votre idée, vous complétez votre phrase, vous écrivez l'idée qui vous vient en tête parce que vous étiez en train de suivre l'émission, suivre un film, vous étiez dans une conférence, il y a une idée qui vous est venue en tête, qui complète en fait votre article, votre livre ou bien votre mémoire. Directement, vous pouvez noter ça. Alors, de telles applications, ce sont des applications qui doivent nous accompagner chaque jour. Tel que Evernote, c'est que moi j'utilise de temps en temps et c'est très très intéressant. Alors, la deuxième partie, j'aimerais parler maintenant des outils numériques pour la publication scientifique. Aujourd'hui, quand vous faites le master, vous faites les DA, vous faites la thèse, mais même si vous êtes déjà professeur, vous êtes obligé, vous êtes appelé à faire de la publication scientifique. Et qui dit publication scientifique, dit utilisation des outils numériques pour
publier votre article scientifique. Nous avons déjà soulevé, si je peux le reprendre, j'ai dit que la publication est importante parce que ça permet votre visibilité, ça permet votre acceptation dans le monde scientifique et ça vous fait l'auto-évaluation par rapport à d'autres chercheurs. Alors, il y a des outils tels que, j'ai oublié d'enlever ceci, tels que Editor Manager. Ceci permet en fait de suivre votre publication scientifique. Vous voulez publier tel qu'avec Scopus, ou bien vous voulez publier avec Springer. Springer vous ramène beaucoup plus dans Editor Manager. C'est une application, vous pouvez même installer ça dans votre téléphone. Ça vous facilite en fait la suivi même de votre publication. Vous pouvez très bien suivre et vous pouvez très bien voir comment est-ce que votre publication est en train d'évoluer. Il y a plusieurs publishers qui facilitent en fait la publication scientifique. Il y a les Scopus, qui est une base de données, le publisher pour publier, pour faire de la publication. Il y a des bases de données telles que UEE, il y a des bases de données telles que Springer, il y a des bases de données telles que MPDI, MPDI, il y a des bases de données telles que les ACM, il y en a tellement beaucoup, tellement beaucoup. Alors, le choix de votre base de données va déterminer la manière dont vous allez soumettre votre article scientifique. Parce qu'il y a des éditeurs de managers, editorial manager, les éditeurs de gestion des publications scientifiques. Et ce sont des outils qui permettent en fait la soumission facile de manuscrits, les suivis de leur statut, ainsi que la communication avec les éditeurs et les relecteurs en fait. Ceci, ça joue un rôle très très important dans la publication scientifique. Et vous devez le maîtriser, vous devez savoir comment l'aborder. Après avoir publié ou bien votre article est accepté, il y a des plateformes que nous appelons les open access ou bien les dépôts en libre access. Ce sont des dépôts en fait qui facilitent la lecture de votre travail par d'autres articles, par d'autres chercheurs scientifiques. Parmi ces dépôts-là, nous avons par exemple ARXIV, nous avons les bio RCIV, nous avons le Zenodo, nous avons les HAL, et ainsi de suite. Ce sont les dépôts qui facilitent en fait l'accès ou bien la lecture en fait. Même si votre article est encore en préprint, ce n'est pas encore publié de manière officielle, mais une fois que votre article est déposé là, d'autres personnes ont la possibilité de les lire et de faire même de la citation de votre travail dans leurs travaux. Et c'est très très important. D'autres outils que j'aimerais bien parler, j'appelle ça les outils de visibilité et de l'impact. Tout chercheur doit normalement avoir un compte là-dessus. Une fois que l'article est publié, vous devez faire un dépôt dans OrgID. Les OrgID, d'ailleurs, lui, il fait les links de manière officielle. C'est comme Google Scholar. Il fait les links de manière officielle directement une fois que votre article est déjà publié. Les OrgID, vous êtes un chercheur, vous êtes un master, vous êtes un professeur à l'université. C'est impératif d'avoir un compte là-dessus. Les OrgID, c'est l'unique plateforme qui donne un identifiant unique à tout chercheur scientifique dans le monde. Et vous avez également les ResearchGate. Les ResearchGate permet en fait, c'est comme un réseau social qui permet de regrouper les chercheurs par rapport à leur thématique et de faire la publication, de faire les dépôts également de votre article scientifique. Une fois que votre article est publié, vous pouvez le déposer dans ResearchGate pour faciliter la visibilité et la citation, la lecture avec d'autres chercheurs. Vous pouvez également aussi faire les dépôts dans Academia.
qui est aussi une plateforme qui regroupe les travaux, les mémoires, les articles, ainsi de suite, dans le monde scientifique, bien sûr. Les LinkedIn, c'est aussi un réseau social très professionnel et très académique également. Vous pouvez aussi le publier à ces niveaux-là. Alors, le troisième point, j'aimerais parler un peu des outils pour les types spécifiques des articles et les travaux scientifiques. Comme ici, nous parlons que des outils en ligne, je n'ai pas voulu parler des types des articles ou bien les types des travaux scientifiques que nous pouvons écrire ou bien que nous pouvons publier. C'est la raison pour laquelle je me focalise uniquement sur les outils pour ne pas m'éloigner en fait de l'idée de la conférence débat. Alors, nous avons plusieurs types d'articles. Premièrement, nous avons un article de recherche, c'est-à-dire les recherches originaux. Nous avons les articles des reviews. Parmi les articles des reviews, nous avons les revues, des revues empiriques ou bien des revues scientifiques qu'on écrivait vraiment de manière empirique. Là, ça consiste à quoi? Vous prenez quelques articles qui vous semblent bons, les articles que vous trouvez que non, c'est très très pertinent, et vous essayez de présenter un résumé en partant de ces articles-là que vous trouvez pertinents. Ça, c'est une manière d'écrire une revue de la littérature narrative. Deuxième type de revue de la littérature, on appelle ça la revue systémique. Une revue systémique, en fait, ça suit un protocole donné. Ça suit une méthodologie donnée que nous appelons le prisme. Là, les jours qu'il y aura une conférence pour parler encore les types des articles à écrire, nous allons essayer de parler de ça et donner la différence et comment est-ce que vous pouvez l'aborder. Il y a aussi une autre type de revue que nous appelons la revue méta-analysis, qui est aussi comme une sous-classe de la revue systémique. La différence, c'est au niveau des types d'analyse que vous pouvez faire. Et puis, il y a la revue que nous appelons la revue scoping, qui donne comme l'écosystème tout simplement, qui donne la cartographie des recherches scientifiques par rapport à un domaine quelconque. Alors, ici, j'aimerais parler d'abord des outils qui sont indispensables, mais pour les research papers, pour des recherches originaux, où vous devez faire de l'expérimentation. Il y a des outils qui peuvent vous aider à faire des analyses. Il y a les outils, la liste ici n'est pas exhaustive. Hein. Il y a le Python, que vous pouvez faire de très très belles analyses avec Python. Vous avez des outils tels que les SPSS pour faire tout ce qui est analyse des données. Vous avez des outils tels que Origin Pro pour faire aussi vraiment de l'analyse des données et des très très belles publications. Pour maintenant les types de review paper, parce que les review paper, c'est une synthèse des articles existants, c'est-à-dire des articles que les autres ont déjà publiés. Vous allez faire une synthèse en se basant sur les thématiques données. Et pour bien faire ces articles-là, bien écrire cet article-là, l'article des reviews ou bien méta-analysis, vous aurez besoin de quelques outils. Entre autres, il y a ce que nous appelons l'outil Ryan. Ryan, c'est un outil très, 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 très important. Très, très, très important pour les articles de revue. Il y a aussi, là je n'ai pas mis ça sur la liste, il y a aussi Confidence. Confidence aussi, ça fait presque la même chose que Ryan. Confidence c'est payant, mais Ryan c'est gratuit. Il y a les Refman, qui est aussi très, très important, surtout pour les études biomédicales. Ça vous permet en fait de définir votre protocole et de récupérer les articles, de faire vraiment des analyses comme il se doit. Il y a le langage R aussi, pour ceux-là qui sont habitués avec la programmation. R vous facilite en fait de faire une très très belle analyse pour les reviews paper. Alors, après avoir écrit votre article scientifique, je ne sais pas moi si vous l'écrivez en français ou bien en anglais, vous devez quand même gérer ce que nous appelons le plagiat.
Alors, actuellement, il y a beaucoup trop d'outils de plagiat qui sont utilisés en ligne pour vous faciliter la tâche. Entre autres, il y a Compilation. C'est un outil indispensable pour faire les plagiats. Et puis, il y a l'outil aussi Turnitin qui permet aussi de faire les plagiats. Alors, nous devons le dire quand même, avec la génération, avec l'arrivée des AI, beaucoup des outils ont été mis en place pour vous faciliter la rédaction, le choix des mots, la réécriture, ainsi que l'adaptation, l'utilisation des tons académiques. Parmi ces outils-là, je n'ai pas mis ça dans les diapos, il y a par exemple le Pipapal qui est très très utilisé. Ça vous aide beaucoup à rédiger, ça vous facilite en fait la rédaction, la réécriture, le choix du journal, le choix des mots, la réformulation du sujet de manière très très académique. Et je pense bien que c'est très très intéressant. Voilà, pour clôturer, pour conclure, je dirais que je donne quelques bonnes pratiques et recommandations. Les pourquoi est-ce que vous devez maîtriser les outils pour faire une très très belle et bonne rédaction scientifique. Premièrement, vous devez maîtriser les outils clés. Je vous conseillerais de mettre de votre temps pour apprendre à utiliser efficacement les logiciels qui vous seront utiles dans ce que vous êtes en train de faire comme étude, tels que les logiciels de référencement, les logiciels de notes, les logiciels de plagiat, les logiciels de rédaction tels que le LaTeX ou bien Word. Comment est-ce que vous devez les maîtriser? Vous devez très bien le maîtriser. Deuxièmement, vous devez apprendre, si vous voulez bien écrire votre article scientifique, apprenez à organiser vos fichiers. Apprenez à organiser les fichiers. Créez des dossiers dans des outils en ligne ou bien en local. Créez des dossiers pour placer vos fichiers par rapport à chaque étude ou bien par rapport à chaque rédaction que vous êtes en train de faire. Troisièmement, c'est que utilisez des outils de sauvegarde cloud tels que Google Drive, tels que OneDrive, tels que Dropbox, tels que votre iCloud pour sauvegarder de temps en temps vos travaux. Parce que un article déjà rédigé à 70% et que votre machine bug ou bien votre flash disk ne se lit plus, c'est pas à mode lecture seule, ou bien pas à mode écriture, vous allez vous décourager et vous risquer de reprendre à zéro. Il est beaucoup plus recommandé d'utiliser des outils en ligne quand vous faites votre rédaction scientifique, parce que là-bas, vous n'allez rien perdre. Quatrièmement, je dirais que vous devez contrôler la version. Pour ceux-là qui font de la programmation, s'il vous plaît, veuillez contrôler à chaque fois la version de bibliothèque que vous êtes en train d'utiliser pour ne pas se perdre avec l'évolution scientifique là où nous sommes actuellement. Et vous devez également faciliter la rédaction collaborative, travailler ensemble avec d'autres personnes. Généralement, il est recommandé, quand vous faites un travail scientifique, de collaborer avec d'autres. Nous devons arrêter un peu avec cette approche-là où tu fais ton travail et tu le fais seul. Au moins que ce soit un travail de mémoire. Même si c'est un travail de mémoire, vous pouvez être comme l'auteur principal, mais ayez d'autres collaborateurs parce que les idées des autres va vous éclairer en fait dans ce que vous êtes en train de faire et c'est très très important. Il y a les deux derniers points que j'aimerais bien souligner, c'est que pour faire une publication facile, vous devez respecter les normes d'éthique et les normes de rédaction. Respectez les normes d'éthique et les normes de rédaction. Si vous utilisez par exemple les données humaines, les données des animaux, ainsi de suite, il y a l'aspect éthique qui doit entrer en jeu avant de publier votre article scientifique. Sinon, le journal risque de ne pas les publier. Et vous devez tenir compte de ça. Et vous devez de temps en temps penser et repenser à Open Science, c'est-à-dire
pensez à partager les données que vous avez utilisées, les codes sources que vous avez développés. Vous devez mettre ça à la communauté scientifique pour que d'autres personnes puissent les réexpérimenter. Alors, parmi les outils, par exemple, de partage des codes sources, il y a par exemple GitHub. C'est la plus grande plateforme de partage de codes sources. Les outils de partage de données, vous avez par exemple Kaggle, vous avez GitHub également, où vous pouvez disponibiliser vos données pour que d'autres chercheurs puissent accéder et voir ce que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, pour conclure, je dirais que la publication scientifique ou bien les journaux scientifiques se classent en 5 catégories. Il y a des journaux des quartiles 1, que nous appelons les journaux de qualité qui 1. Ce sont des journaux que moi, je peux vous recommander pour faire vos publications. Il y a des journaux de qualité qui 2, des quartiles qui 2, qui 3, qui 4. Et il y a aussi des journaux qui sont en aligné. Et si vous voulez publier un article scientifique, vérifiez d'abord le journal dans lequel vous voulez publier. Ce journal-là est de quelle catégorie et de quel quartile. Si c'est de qualité non aligné, qui 4, même qui 3, moi je vous déconseillerais de publier là-dessus parce que vos travaux risqueront de ne jamais être cités. Des journaux de qualité qui 1 et qui 2, ce sont des journaux où les scientifiques, les vrais scientifiques lisent et critiquent vos travaux. C'est ce qui garantit en fait la qualité de votre travail scientifique. Et ça va permettre d'autres scientifiques de citer vos travaux. Moi, par exemple, quand je travaille, quand j'écris un article, dans mes citations, je ne cite pas un article de qualité qui 4. Qui 3, c'est très rare. Au moins que je lise et que je trouve vraiment que cet article-ci, c'est très pertinent. Mais généralement, je cherche qui 1, soit qui 2 à la mesure du possible pour faire la publication scientifique. Voilà, c'est un peu ça l'essentiel de ce que je pouvais dire dans ces temps impartis, parce qu'il y a beaucoup trop d'orateurs, on ne pouvait pas prendre tout le temps. Je pense bien que ce que nous avons dit, ça va beaucoup vous aider. Alors, nous sommes quand même en ligne, nous restons votre écoute pour des questions et nous sommes là, nous allons répondre et éclaircir de plus en plus. Sinon, je vous souhaite bon succès pour votre publication scientifique. C'est un monde tellement séduisant et c'est tellement intéressant. Et voilà, nous sommes là. Je pense bien que dans les jours qui viennent, si Dieu fait grâce, on pourra se voir en face pour animer peut-être des workshops ou bien des articles de conférences encore de manière beaucoup plus pratique pour créer vraiment notre communauté, la communauté congolaise, des gens qui font la science autrement et qui font réellement la promotion de la science et de notre université Mapon. Voilà, merci beaucoup. Je suis à votre écoute pour des questions.